Salut à tous, c'est Dueling Gentleman. Je sais pas pourquoi, mais j'ai la flemme aujourd'hui de faire ma critique sur le monde fantastique d'Oz. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh la vache! Oh, c'est vachement mieux comme ça! Allez, c'est parti! Le monde fantastique d'Oz. Alors le monde fantastique d'Oz est un film de Sam Raimi qui a décidé de faire une préquelle à l'histoire du magicien d'Oz, parce que mine de rien, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens à la fin de l'histoire du magicien d'Oz, principalement d'ailleurs à propos du magicien d'Oz lui-même. Comment est-ce qu'il est arrivé là? Comment est-ce qu'il a accédé au trône? Et surtout la question qui tue, comment est-ce qu'il a fait pour que personne ne sache que c'est un imposteur? Je veux dire, vous en connaissez beaucoup, vous, des institutions qui placent un être unique au-dessus de toute la hiérarchie et qui lui obéissent aveuglément sous prétexte qu'il a des pouvoirs magiques. Tiens, à propos, vous avez vu, on a élu un nouveau pape. Bref, on se recentre. L'histoire est donc celle d'un homme qui s'appelle Oz, mais de toute façon on s'en fout parce que dans 95% du film, il va se faire appeler magicien. D'ailleurs, c'est bien simple, dans ce film, ils sont pas chiés, ils appellent le magicien, ils appellent le singe, et ils appellent la méchante sorcière... la méchante sorcière. Et oui, pendant la moitié du film, le grand méchant de l'histoire va s'appeler la méchante sorcière. Ça fait absolument pas du tout ridicule. Quel est le studio qui nous a pondu ça? Ok, j'ai rien dit. Et donc, Oz est un magicien assez talentueux, mais pas suffisamment reconnu, qui finit par se retrouver dans le monde magique... d'Oz? Non, je déconne pas, ce monde a vraiment déjà son nom avant qu'il ait mis les pieds dedans, c'était... Il y a de quoi faire imploser son cerveau. What the fuck? Bon, on va s'arrêter là au niveau de l'histoire parce que j'ai aimé ce film et que je vous conseille d'aller le voir et que donc ce serait un petit peu dégueulasse de ma part de vous envoyer voir ce film en vous ayant balancé tous les spoilers avant. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que Sam Raimi maîtrise très bien son sujet. J'ai relu Le Magicien d'Oz juste après avoir vu le film et je peux vous jurer que cette histoire respecte Le Magicien d'Oz dans les moindres petits détails. Franchement, je vous conseille de faire pareil et de relire le livre après avoir vu le film, comme ça vous allez vous mettre à sourire en disant « Ah ouais ? Ah d'accord, oui ça il en avait parlé dans le film. Ça je me souvenais absolument pas que c'était dans le bouquin. » Par exemple, à un moment dans le film, la sorcière du Nord fait un baiser sur le front du magicien pour lui donner du courage avant que quelque chose ne se passe. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon ok, c'est parce qu'ils commencent à tomber un petit peu amoureux tous les deux, c'est tout. Et en fait, en relisant le livre, je me suis aperçu qu'elle faisait la même chose à Dorothée pour lui donner du courage avant de l'envoyer sur la route de Brique Jaune. On en est à ce niveau-là de souci du détail. Pour ce qui est des acteurs, on a droit à un casting essentiellement féminin, ce qui se comprend avec toutes ces sorcières. Rachel Weisz, qui a auparavant joué dans Bond l'héritage, Michelle Williams, qui a joué Marilyn Monroe dans My Week with Marilyn, Joey King, une actrice qui n'a même pas 14 ans et qui est déjà une excellente actrice, jouant 2 personnages dans ce film, rien que ça, et qui interprète mon personnage préféré du film, la poupée en porcelaine. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais regardez le film, et vous devriez comprendre pourquoi je l'adore. Ah oui, au fait, pour augmenter la badassitude de cette fille, elle a joué dans The Dark Knight Rises. Je ne vois pas quoi ajouter. Et évidemment, celle dont vous attendez tous que je parle, Mila Kunis, qui a joué notamment dans Black Swan, Sex entre amis et Ted, ce qui lui a permis d'être élue femme la plus sexy de 2012 et de décrocher un contrat avec Dior ou Chanel... On s'en fout. Et je ne crois pas me tromper en affirmant que Mila Kunis est la moins bonne actrice de ce film. Alors attendez, avant que vous ayez l'idée de me rouler sur la gueule avec un rouleau compresseur, je tiens à préciser qu'elle n'est pas mauvaise, elle est juste moins bonne que les autres, vu le niveau des autres acteurs. Bon, il en fallait une qui soit un petit peu moins bonne que les autres, ben voilà, c'est tombé sur elle. Mais ça veut pas dire qu'elle est mauvaise. Ok? Voilà, d'accord. Bon. Le rôle principal revient à James Franco, qui est parfait dans le rôle du magicien charmeur, mais un peu loser. Et en plus, il a un chapeau de gentleman, alors forcément... Vous le connaissez peut-être comme personnage principal dans 127 heures ou comme le fils et remplaçant du bouffon vert dans Spider-Man 2 et 3 de... Sam Raimi, tiens donc. À noter aussi Zach Braff de la série Scrubs, mais comme son personnage est entièrement en image de synthèse, vous aurez du mal à le reconnaître. Vous devriez quand même reconnaître sa voix puisqu'il est toujours doublé par Alexis Thomasian. Ce film s'amuse également à introduire des symboliques dans le monde réel qui seront reprises dans le monde d'Oz, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'acteurs de ce film qui se sont vus attribuer en fait 2 personnages, un dans le monde réel et leur équivalent symbolique dans le monde d'Oz. L'idée est excellente, malheureusement je trouve qu'il ne développe pas suffisamment ce point du film. Les raccords entre le monde réel et le monde d'Oz sont censés se faire au travers de ces personnages, mais comme ces raccords ne sont pas mis en valeur par le scénario,
ou par la mise en scène, ou par tout ce que vous voulez, ils deviennent du coup pas très évidents, et du coup on a du mal à comprendre où le réalisateur voulait en venir. Par exemple, Zach Braff joue l'assistant du magicien dans le monde réel, et le personnage qu'il joue dans le Magicien d'Oz va aussi devenir l'assistant du magicien. Oui, et alors? Il n'y a pas de symbolique là-dedans. Mais bon, ce léger défaut ne vous empêchera pas d'apprécier ce film à sa juste valeur. La 3D en revanche... La 3D de ce film est la 3D la plus frustrante que j'ai jamais vue. Si vous allez voir ce film en 2D, vous allez perdre énormément du charme et de l'immersion dans le pays d'Oz. Surtout que ce film est fait pour la 3D. Enfin, je veux dire, il y a des effets de profondeur, il y a des effets de jaillissement. Tiens, d'ailleurs, petite parenthèse sur les effets de jaillissement. Même si c'est un film Disney, ça se rapproche énormément à des jump scares. C'est bizarre, c'est... T'as un plan fixe, t'as une petite musique inquiétante et soudain... des jumpscares chez Disney. What the fuck? Bref, vous allez vouloir voir le film en 3D. Mais la majorité du temps, la 3D est floue! Quand la caméra est fixe et que les éléments bougent, là ça va. La 3D est nette, d'ailleurs en général c'est là où ils nous mettent les effets de profondeur ou les effets de jaillissement. Là ça va. Par contre, quand la caméra bouge et que les décors sont fixes, comme par exemple ils nous font un grand angle pour nous montrer les décors très créatifs au passage, et ben là, ça ressemble beaucoup plus au Hobbit. Ah, ça suffit avec le Hobbit, hein. Mais ça va là, c'est juste une comparaison. Bref, en conclusion, malgré sa 3D un peu gênante, ce film est ce qui pouvait se faire de mieux comme préquel à l'histoire du Magicien d'Oz. Les acteurs sont bons, les décors sont magnifiques et créatifs, l'humour est présent mais pas trop lourd, et les scènes d'action sont épiques. Et c'est pour ça que je vous conseille fortement d'aller le voir. Bon bah voilà, c'est la fin de cette critique. Va falloir que je retourne dans le monde réel. Bah voilà. Me voilà revenu dans le monde aux 50 nuances de grès.